Bonjour à tous, bonjour à toutes, et alors là, arrêtez tout, on est vraiment sur un de mes chefs-d'œuvre absolus. C'est probablement mon film japonais préféré, mon film de Mamoru Oshii préféré, et pourtant le mec a fait des trucs genre Ghost in the Shell, etc. Mon film sur les réalités virtuelles préféré peut-être même au-dessus de Matrix, j'en sais rien. Il y a une esthétique, il y a quelque chose dans ce film de poétique qui est absolument sublime. Avalon a été réalisé par Mamoru Oshii en 2001. C'était décidément une grosse période pour le cinéma, il y a pas mal de gros films qui sont arrivés. Avalon, de la même façon que Ghost in the Shell, traite du thème de la vie virtuelle comparée à la vraie vie. La grosse différence, c'est que contrairement à Ghost in the Shell et la carrière en général de Mamoru Oshii, Avalon est un film live action. Alors il semblerait que ce soit à ce film-là a priori que Mamoru Oshii a opéré cette transition parce que maintenant il fait beaucoup plus de films live action que d'animation. À cette époque-là, c'était encore relativement nouveau. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que Mamoru Oshii a transcrit les codes de l'animation dans le live action pour parler du virtuel. Mais bizarrement, jamais de la façon, toujours de la façon inversée finalement. L'histoire d'Avalon suit une joueuse qui s'appelle Ash, qui est donc une joueuse du jeu Avalon, qui est une réalité virtuelle, un jeu de tir, un jeu de combat, une sorte de Call of Duty quoi, auquel on peut jouer quand on va dans certains centres dans lesquels on va pour se connecter à certaines chaises avec des casques de réalité virtuelle et on est envoyé dans le monde. Et elle est l'une des meilleures joueuses du monde, notamment parce qu'elle vient d'une ancienne équipe qui était extrêmement connue, qui s'appelait les Wizards, et qui était la meilleure équipe dans ce jeu, qui permet de gagner pas mal d'argent si tu t'en sors plutôt bien. Et il se trouve que ce groupe des Wizards a été dissous il y a quelques années, et Ash est au courant que l'ancien leader du groupe, Murphy, est parti à la recherche d'une classe spéciale, d'une rumeur dans le jeu, on appellerait cette classe la classe spéciale A, qui permettrait de gagner encore plus de gains et d'accéder à des niveaux encore plus réalistes. Mais il semblerait que, en cherchant à accéder à cette classe, Murphy soit devenu ce qu'on appelle un non-revenu, c'est-à-dire des gens qui, en mourant dans le jeu, subissent une mort cérébrale. Alors que Ash vit sa vie tranquillement, elle est contactée par un prêtre qui s'appelle Bishop, ce qui est un pléonasme donc, qui lui propose de rejoindre son équipe à lui pour essayer de rechercher cette classe spéciale, la spéciale A, qui permettrait peut-être à Ash de retrouver Murphy, ou en tout cas son esprit, qu'on dit prisonnier de cette classe spéciale A. Le truc, c'est que au fur et à mesure que Ash est dans cette quête, dans cette recherche, et essaye donc d'accéder à de nouveaux niveaux de réalité, elle se rend compte de plus en plus que sa réalité en général, elle la connaît pas tant que ça. En fait, c'est un peu le problème, c'est qu'elle est un peu en dehors de cette réalité. Tu vois qu'elle vit en dehors de ce monde, tu vois qu'elle fait pas partie un peu du reste. Et peu avant de rencontrer Bishop, elle perd son seul et unique lien avec le monde, finalement, tel qu'il existe, c'est son chien. Elle a un chien, un Basset Hound, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est le chien favori de Mamoru Oshii, cette espèce de chien saucisse là, avec des grandes oreilles. Et du jour au lendemain, il disparaît de chez elle. Et c'est intéressant parce qu'il y a un gros questionnement du réel à travers de tout ça. Du coup, elle se dit, mais ma réalité, elle est bizarre. Mon chien, il disparaît comme ça du jour au lendemain alors qu'il était censé être dans l'appartement et il y a rien qui explique vraiment le truc. Et le monde autour d'elle est très étrange et elle sent de plus en plus cette étrangeté. En fait, c'est là que je dis que du coup, Mamoru Oshii utilise les codes de l'animation pour faire passer un questionnement sur le virtuel et sur le réel. Les personnages autour de Ash sont tous stoïques. Il y en a jamais un qui bouge. Les gens sont toujours assis, debout, mais ils ne bougent pas. Il y a même un plan qui est assez joli, enfin, il y a plusieurs plans qui sont très jolis, où tu la vois marcher avec plein de gens qui sont assis et qui bougent jamais. C'est un truc qui est vachement de l'animation, ça a des personnages qui restent totalement fixes, c'est pour ça que je dis ça. Et elle passe à côté d'un homme avec son chien, justement, et l'homme ne bouge pas, mais le chien, lui, est extrêmement vivant. Et donc, du coup, il y a un peu cette dénonciation que le réel est peut-être pas très agréable pour beaucoup de gens parce que justement les contacts humains pour eux sont pas très intéressants, ils trouvent que les gens sont morts, ils trouvent que les gens sont vides, ou il y a un truc dans ce genre-là. Le fait aussi que tout le film soit retravaillé à partir d'un étalonnage très particulier qu'on a appelé à cette époque-là le filtre domino. Je crois qu'à ce moment-là on voulait le mettre dans plein de films, on trouvait ça très cool, mais ça devait être un effet numérique qui était beaucoup plus facile, mais finalement on l'a pas beaucoup utilisé ensuite. Mais c'est cette idée de beaucoup boucher les noirs de l'image et de rendre les blancs un peu cassés et surtout un peu laiteux. Donc travailler en fait le contraste, non pas en changeant le contraste lui-même, mais simplement en insistant sur ces deux valeurs, le noir absolu et le blanc. On le met vraiment noir absolu et on le met un peu flou, et le blanc en blanc un peu absolu et un peu flou, et ça fait du coup un travail du contraste qui est très particulier, ça fait des images qui sont très spéciales, avec en plus cet étalonnage un peu sépia, pas noir et blanc, mais plutôt qui tire un peu avec le marron. Tu vois que du coup ce monde est très peu coloré, que ça n'attire pas du tout elle. Il y a un truc très particulier, c'est un des premiers films à avoir beaucoup travaillé le numérique, a été tourné en numérique, a beaucoup travaillé le numérique. Il y a tout un tas de petites micro-retouches, genre des retouches de ses pupilles quand elle est en train de viser certains trucs, avec certains petits effets de flou, etc. qui sont assez intéressants. Ils ont surtout corrigé absolument
tous les ciels de la ville, des ciels un peu parfaits, des ciels un peu de carte postale, exactement et précisément tel qu'on a envie. Il y a un petit délire d'animateur du coup avec ce changement-là. Pareil, elle se met à se poser des questions par rapport simplement aux détails de sa réalité. Il y a un maître de jeu dans Avalon qui l'accueille sur son fauteuil de jeu avant qu'elle mette son casque, qui lui donne des indications, etc. Et elle lui donne à un moment: mais t'es qui? T'es un être humain ou t'es programmé dans le jeu? T'as une intelligence artificielle programmée dans le jeu et qui est faite pour réagir avec les joueurs, pour parler avec les joueurs, mais qui n'existe pas en vrai. Le maître du jeu lui répond: je pourrais te dire que j'existe et être une intelligence artificielle et tu le saurais pas. Et je pourrais te dire que je suis une intelligence artificielle, comment tu pourrais le prouver ensuite? Faudrait que tu trouves mon programme, mon unité centrale, mon machin, comment tu le fais ensuite? C'est des choses qui sont vachement intéressantes et ça permet de poser tout un tas de questions par rapport au réel. Il y a aussi des détails par rapport à sa tenue à elle. Son monde est très distinct du monde du jeu vidéo qui lui fait clairement jeu vidéo. Il y a tout un tas d'effets que je trouve magnifiques, les effets de destruction, c'est-à-dire que quand quelque chose explose, la caméra change de position et ça devient le sprite de jeu vidéo, c'est-à-dire que le truc en 3D devient un truc en 2D et tu commences à voir du coup les débris qui sont au milieu, tu vois les plaques d'explosion qui ont été créées pour faire le sprite de l'explosion et tout. C'est un truc qu'on fera probablement toujours dans le jeu vidéo parce que c'est très compliqué de faire des trucs volumétriques en feu et en flamme et en machin genre là. Il y a quelque chose de sublime et d'extrêmement poétique dans cette image, surtout avec les musiques qu'il y a dans ce film. Les musiques de ce film sont extraordinaires et tous les décors dans le jeu vidéo font très numérique, tu vois que les villes font très numérique, tu vois que les effets sont très numériques, mais en plus tu inclus les détails du jeu vidéo là-dedans, tu inclus le fait qu'à certains moments les missiles lag justement, et du coup ça crée des problèmes à H. Tu vois tout un tas de trucs comme ça qui te montrent très clairement quelle est la réalité du jeu vidéo, tu vois les personnages qui se téléportent, tu vois tout un tas de choses comme ça. Du coup t'as quand même une distinction très claire entre le monde de H, aussi artificiel et figé soit-il, et le monde du jeu vidéo, et dans la suite de l'histoire, H va réussir finalement à accéder à cette classe spéciale A, bien évidemment. Elle le fait grâce à un système qui est magnifique, il y a une gamine en fait qui traîne dans le jeu qu'on appelle le Ghost, et il faut que tu arrives à la trouver et à la tuer, mais il faut avoir un niveau particulier, il faut avoir un enchaînement d'actions particulières, et il faut réussir à la choper une fois que tu la vois, parce qu'en fait elle est très difficile à choper, elle se promène à travers les murs, donc du coup elle est un peu impossible à toucher, donc il faut vraiment réussir à bien la traquer pour la choper, et H arrive dans l'univers réel, et là, tout le travail du film paye encore plus, parce que quand elle arrive dans l'univers réel, c'est le monde réel. Notre monde réel. Il n'y a plus l'étalonnage domino, il n'y a plus l'étalonnage sépia, il n'y a plus les personnages qui sont fixes et qui bougent plus. D'un seul coup, elle arrive dans un monde que nous, on qualifierait de monde réel. La lumière est normale, les couleurs sont normales, les environs sont normaux, les gens bougent, les gens parlent, les gens interagissent entre eux. Et du coup, c'est là qu'elle est d'autant plus paumée, parce que quand la réalité te paraît froide, et te paraît si étrangère, et te paraît si difficile à vivre, quand tu découvres un monde qui te propose plus de couleurs comme ça, qui te propose plus de choses, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce que ma réalité serait pas là finalement? Cette réalité, elle est beaucoup plus intéressante, elle paraît beaucoup plus réelle et elle paraît beaucoup plus forte. Toute cette question, par rapport à la vie, aux relations, par rapport aux gens, au virtuel, etc. Enfin, je trouve que c'est un des films les plus profonds que j'ai pu voir sur la question justement de la vie virtuelle. À l'époque, on commençait vraiment à se la poser parce qu'elle n'existait pas trop, les MMORPG ça commençait à peine à arriver, les jeux vidéo ça commençait à peine à se démocratiser. C'était déjà bien le cas dans les années 2000, mais on s'était pas encore trop posé les questions qu'évoquait le jeu vidéo. Matrix avait commencé 2 ans avant, par exemple, pour le grand public, mais avant c'était très particulier de se poser vraiment des questions par rapport au monde virtuel et par rapport à ces trucs-là, ça n'avait lieu que pour les gros fans de SF, Cyberpunk et tout le bordel quoi. Et du coup, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de films, par exemple Ready Player One, c'est pas un film qui nous dit que la réalité c'est ce qu'il y a de mieux. Quelque part, le truc nous dit, en fait, non, c'est normal que les gens veuillent échapper à cette réalité parce qu'elle est pas intéressante, et les autres réalités qu'on nous propose, en fait, sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus utopistes et ont l'air beaucoup plus agréables. Et du coup, c'est normal finalement qu'il y ait une attirance pour le monde virtuel, la vie virtuelle, et une fascination pour ça et qu'on puisse désirer s'y enfermer finalement. Donc il y a un aspect qui est vraiment très particulier dans le traitement de ce film que je trouve profondément humain et profondément touchant et profondément intéressant. C'est une vraie réflexion sur cette question de pourquoi est-ce qu'on cherche un échappatoire au monde réel, ce qu'on peut aussi chercher à travers les films par exemple, donc ça peut être aussi une métaphore de ça, même à travers les jeux vidéo. Moi-même, je dis très souvent que j'adore le cinéma parce que le cinéma c'est la vie mais avec du sens quoi. Dans le cinéma, les choses arrivent pour une raison et il y a une justice généralement quelque part, etc. Et quelque part, c'est donc une réalité qui est plus attirante et plus attrayante. Donc c'est un film qui est profondément poétique et intelligent vis-à-vis de l'être humain. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement précis en termes de réalisation et honnêtement, je crois qu'il y a toujours des subtilités que j'ai pas totalement cernées. Il y a un insert qui revient, c'est un code qui est très particulier à l'animation, ça pour le coup. Des inserts presque subliminaux
sur des objets très précis qui reviennent à plusieurs moments. C'est des choses qui vont être très souvent utilisées en animation, soit pour remplir, soit pour travailler une certaine ambiance. Et là, il y a un sens qui est assez intéressant qui est donné à une statue. Il y a une statue qu'elle voit au début, dans le monde réel, et ensuite elle voit une autre statue un peu plus loin, et cette fois-ci la statue est complète, et tu sens que du coup il y a eu un parcours qui a été fait par rapport à elle, qu'elle a trouvé quelque chose qui lui manquait, elle est à nouveau complète, parce qu'elle a accepté certaines choses sur la réalité, sur la vie, etc. etc. C'est un film avec des phases de silence très intéressantes, même si c'est des séances particulières, il y a tout un moment où elle est chez elle, à côté de son écran d'ordinateur, les ordinateurs à l'époque sont ouf, t'as des cartes spéciales pour activer ton truc, le truc fait très steampunk, tu vois tous les circuits imprimés partout, et elle tape un mot de passe, le truc c'est un mot de passe de 3 lignes, j'adore l'univers du truc, mais du coup il y a cet écran qui est toujours en train de grésiller quand t'es dans sa pièce, et je me souviens que ça me frustrait à l'époque, ça m'énervait d'entendre ce grésillement constamment pendant les scènes, mais c'est quelque chose qui justement rend un travail d'ambiance très particulier. C'est un film qui a beaucoup travaillé les silences, les grésillements, les grands passages un peu pesants comme ça, les scènes avec des personnages qui sont extrêmement lents, qui vont être beaucoup dans l'introspection. Il y a une scène qui est entière où elle est juste en train elle sort de l'hôpital, elle est sur le choc d'avoir vu son truc, elle est en train de fumer sa clope, elle va pour la fumer, puis finalement elle y arrive pas, elle finit par jeter le truc, remettre ses lunettes et se lever. Et la scène est vraiment lente et la scène prend son temps et te montre vraiment le personnage et tu ressens du coup absolument tout ce qu'elle vit, tu ressens tout son trouble intérieur, tu ressens toutes les questions qu'elle est en train de se poser. Les plans sont absolument magnifiques, que ce soit ceux qui sont dans le jeu vidéo, qui vont généralement beaucoup travailler sur un côté un peu grandiose, des mouvements qui sont un peu plus amples, pour avoir un côté un peu plus de caméra de jeu vidéo, un petit peu, la caméra qui tourne autour des trucs qui explosent par exemple. Il y a beaucoup de travail de travelling, beaucoup de gros plans qui sont très intéressants, des compositions qui sont magnifiques, qui sont absolument sublimes. Évidemment, un mec qui fait du dessin à la base, c'est un mec qui va savoir gérer la composition. Tout un tas d'effets visuels qui sont très beaux, qui sont magnifiques. Et des scènes qui sont très particulières. C'est un film justement qui est axé sur la notion de réalisme et de réalité. Et du coup, c'est un film qui va assister, par exemple, sur l'un des aspects les plus essentiels de la vie et du réalisme, c'est le fait de manger. Il y a une scène avec un collègue de H qui mange avec elle dans un bar. C'est la scène de bouffe la plus répugnante que j'ai vue dans un film. Le mec est en train de bouffer des œufs, des saucisses à main nue, en mettant de la graisse de partout, etc. Mais en même temps, tu ressens ces aliments. C'est un truc de ouf. C'est une scène qui me dégoûte et qui me donne faim en même temps. C'est-à-dire que j'ai vu cette scène, j'ai trouvé ça dégueulasse. En même temps, je me dis bon, j'ai envie de saucisses et d'œufs frits là, un truc de ce genre-là. Enfin, c'est très particulier comme ambiance, comme façon de gérer le truc. Et justement, c'est une scène. Ils sont en train de discuter entre eux, ils sont en train d'élaborer tout un plan. Et d'un seul coup, elle s'arrête de parler parce qu'elle est fascinée par comment est-ce qu'il gobe absolument tout ce qu'il bouffe, quoi. Et du coup, on a toute une scène qui d'un seul coup s'arrête. On était dans un dialogue et d'un seul coup on s'arrête et on entend que des bruits de bouche, des bruits de mastication, des bruits de mecs qui se lèchent les doigts, etc. On a des très gros plans sur ses yeux, etc. Et donc d'un seul coup, tu passes dans quelque chose d'extrêmement éthéré, d'extrêmement intime, quelque chose de très sensoriel. Encore une fois, très très sensoriel. C'est un film sur le réel et donc du coup, ce que tu ressens est très important. Et le sensoriel est vachement travaillé et c'est une des scènes qui m'a le plus marqué au niveau du mangeage de bouffe, quoi. C'est de voir des gens en train de bouffer à l'écran, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué à ce niveau-là. Et pourtant, c'est pas une grosse scène de bouffe, mais l'attention est tellement portée dessus que d'un seul coup, ça devient un truc de ouf. Pareil, il y a cette scène magnifique qui est pleine de poésie, qui la filme en train de préparer de la bouffe pour son chien, quoi. Mais c'est une scène sublime et pleine de poésie. La musique au-dessus est sublime, vraiment sublime. Et elle est en train de faire une espèce de riz chinois, ou je sais pas, une recette japonaise ou un truc très particulier. C'est du riz, des pommes, des choux et des morceaux de viande, je crois, coupés en fines lamelles et en petits dés, en petits morceaux. Et elle fout tout dans une espèce de casserole, dans un pot-au-feu ou un truc dans ce genre-là, à mijoter tranquillement. Et elle donne ça à bouffer à son chien. Et je suppose qu'elle le bouffe aussi. Et t'as eu une scène comme ça de 3 minutes pour te montrer Ash en train de cuisiner la bouffe de son chien. Ce qui est aussi très important, parce que du coup, tu vois que c'est son seul lien émotionnel, c'est sa seule relation dans ce monde, en fait. C'est vraiment ce chien, c'est tout pour elle, et elle lui fait de la bouffe, à laquelle même les humains de cette époque-là n'ont pas accès, justement à cause des problèmes de fric, mais elle a accès à cause de l'argent que lui ramène Avalon, et elle le traite du coup comme un prince parce que elle est plus liée à cet animal qu'à n'importe quel être humain qu'elle a rencontré, si ce n'est celui qui est parti, donc Murphy, qu'elle va essayer de retrouver du coup. Il y a une poésie qui est dingue dans ce film avec des petites séquences comme ça, et alors la bande-son, Mazette, la bande-son est magnifique. La musique de fin, c'est un opéra qui a été composé spécialement pour le film, je ne sais plus qui est... Je crois que c'est Kenji Kawai. Je suis presque sûr que c'est Kenji Kawai. C'est le mec qui a fait les musiques pour d'autres films de Mamoru Oshii. C'est aussi celui qui a fait la musique pour Apocalypse. Et il a composé un opéra sur Avalon, qui est chanté par une soprano, et mais ça te file des frissons, quoi.
y a une scène du coup entière qui va te montrer genre 4 minutes de la performance de l'opéra tellement juste la chanson est belle et juste filmer ça, ça va te capter quoi. Avant de revenir ensuite à la grande scène de tension et au climax entre les personnages qui sont en train de parler. Ce film est d'une beauté et d'une poésie qui ne m'a jamais quitté. Jamais. Je repense tout le temps à ce film. C'est un des films qui m'a le plus marqué de ma vie. J'adore les thèmes qui y sont abordés, j'adore comment c'est traité, j'adore les points de vue qui sont montrés là-dessus, j'adore toute l'esthétique de la mise en scène, notamment pour tout ce qui mêle le live action et les effets spéciaux et les effets plus faits pour le jeu vidéo lui-même. C'est un film sublime, c'est un film magnifique, et je ne peux que vous encourager à le voir parce que c'est vraiment un des plus grands chefs-d'œuvre que j'ai vu de ma vie. Donc voilà. Si ça vous suffit pas, je sais pas ce qu'il vous faut, mais regardez Avalon de Mamoru Oshii. Il sera peut-être compliqué à trouver. Les éditions Blu-ray sont introuvables en France et elles seraient hors de prix si vous les preniez en import. Il existe un import japonais, mais ça vaut genre 60 ou 70 € le Blu-ray en import, genre là. C'est génial parce que le truc a dû sortir il y a 10 ans et ça a jamais baissé de prix, tu vois. Il y a des trucs comme ça, ils sont un peu farfelus. Vous pourrez probablement plus facilement le trouver en DVD. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous vraiment regardez Avalon. C'est un des plus beaux films et des films les plus poétiques que j'ai vus, notamment sur ce thème de la réalité virtuelle. Voilà, prenez soin de vous, regardez des films, notamment celui-là. Ciao.